Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice 1 du deuxième module du cours d'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui on va s'intéresser à des nouvelles choses et surtout à la recherche adversariale. Donc, j'espère que vous avez bien lu tous les modules parce que ce premier exercice c'est vraiment quelque chose qui est plutôt théorique, mais en fait qui va tester vos connaissances des différents algorithmes, des différentes choses que vous avez vues. Je pense que c'est des notions de base, mais il y a, comme vous le verrez, quelques notions un peu plus compliquées à comprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ensemble l'énoncé, comme on l'avait fait pour les premiers exercices du module 1, et on va essayer de voir un peu les nuances et les choses importantes dans l'énoncé à comprendre pour pouvoir bien répondre à l'exercice. Donc, ce premier exercice nous demande donc d'indiquer quels énoncés sont vrais et lesquels sont faux, et d'expliquer brièvement pourquoi. On va commencer pour le point 1. Dans un jeu totalement observable, ça c'est déjà important, c'est totalement observable, au tour par tour et à somme nulle, entre deux joueurs parfaitement rationnels. Encore une fois, une notion très importante, ils sont parfaitement rationnels. Ok. Cela n'aide pas le premier joueur à savoir quelle stratégie le deuxième joueur utilise. Donc, c'est-à-dire le mouvement que le deuxième joueur effectuera, étant donné le mouvement du premier joueur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis premier joueur et je sais ce que va jouer mon opposant. Ok. Donc, est-ce que ça m'aide ou ça m'aide pas de le savoir? Eh ben, c'est vrai, cet énoncé est vrai, cela ne m'aide pas. Donc, je m'en fous, techniquement, de savoir, je mets un petit V ici pour dire que c'est vrai. Donc, on s'en fout, en fait. Pourquoi on s'en fout? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, ici, comme le jeu est parfaitement observable, totalement observable, pardon, et que les agents sont parfaitement rationnels, je sais ce que va jouer la personne en face de moi. Comme il est rationnel, il va toujours jouer pour maximiser son utilité. Il va maximiser son score. Ok, ça c'est ce que vous avez vu dans le cours. Mais du coup, comme je sais ce qu'il va jouer, comme c'est observable, je sais précisément tout ce qui se passe. Donc, je sais ce que lui va jouer. Donc, en fait, ça m'aide pas de savoir ce que lui va jouer parce que je sais déjà ce qu'il va faire. Et donc, en fait, euh, ici, c'est vraiment les notions importantes. C'est vraiment que le jeu est totalement observable et que les agents sont rationnels. Ok. Parce qu'on va toujours jouer nous de façon optimale et lui de façon optimale, parce qu'on est tous les deux rationnels. Donc, c'est déjà prévisible. Donc, ça n'aide pas de savoir ce que lui va jouer. Ok. Deuxième énoncé, dans le jeu, partiellement observable. Ok. Donc là, ça change beaucoup de choses. Comme c'est partiellement observable, je ne sais pas précisément ce que lui peut jouer. On va prendre un exemple. Aux échecs, c'est totalement observable. Donc, je vois en fait ce qui se passe, je sais précisément ce que l'autre va jouer s'il est rationnel. Je sais ce qu'il va jouer parce que je sais quel est le meilleur coup pour lui. Dans un jeu qui est partiellement observable, on va dire, je pense que le poker en fait partie. Pourquoi il en fait partie? C'est parce que je ne sais pas les cartes qu'il y a dans sa main. Je ne sais pas les cartes qu'il y a dans les autres mains. Je sais juste les cartes que moi j'ai et les cartes qui sont posées devant. Donc c'est partiellement observable. Je peux observer, mais je n'ai pas toutes les informations. Donc même si, comme il y a marqué après, ici, les joueurs sont rationnels, rationnel, oui, mais je sais pas précisément rationnel par rapport à quoi. Parce que je sais pas ce qu'il a dans sa main. Donc évidemment que s'il a deux as et qu'il y a deux as posés sur la table, bah, c'est sûrement la meilleure action de venir mettre tapis. Sauf que moi, je ne peux pas observer ce que lui a comme carte, donc je ne peux pas savoir quel est le meilleur coup pour lui. Ok. Donc ça, c'est déjà une très grosse notion. Donc ici, la question, enfin l'énoncé, c'est partiellement observable, à tour de rôle, somme nulle, mais cette façon, encore une fois, mes agents sont rationnels. Cela n'aide pas le premier joueur de savoir quel mouvement le deuxième joueur effectuera, étant donné mon mouvement, donc étant donné le mouvement du premier joueur. Ben ça, c'est faux. Parce que comme je vous ai dit, comme on n'a pas toutes les informations, là, c'est important. Là, c'est très important. Parce que savoir ce que lui va jouer si je joue quelque chose, ça me permet en fait de mieux jouer. Parce que ça me donne de l'information supplémentaire. Ça comble en fait un peu l'information que je n'ai pas parce que je peux pas observer tout le jeu. Parce que le jeu n'est pas totalement observé.
Donc, vous voyez bien la différence entre les deux, hein. Il y a une grosse différence et elle est en fait à cause de ce petit mot, totalement ou partiellement observable. D'accord? En fait, ce qui va se passer, c'est que en sachant ce que lui va jouer, le joueur 2, bah, le joueur 1 pourra mettre en place en fait une stratégie mini-max, comme vous avez vu en cours, pour maximiser son score. Ok? On continue. Dans le cas d'une recherche alpha-bêta. Alpha-bêta, on a vu, hein, l'algorithme minimax, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les minimums, les maximums, etc. à chaque étage. Et l'alpha-bêta, en fait, c'est l'algorithme minimax auquel on a ajouté une logique pour élaguer, pour supprimer des branches qui sont sous-optimales. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un alpha-bêta, tout ce que je fais, c'est prendre un minimax, mais de calculer des valeurs, donc alpha et bêta, qui vont me dire, en fait, si je vais là-bas, à droite, alors que j'ai déjà vu ce qui s'est passé à gauche, en fait, si ça se passe à droite, ne sera jamais mieux que ce qui s'est passé à gauche, donc ça sert à rien d'aller à droite. Alors qu'un minimax, comme il n'a pas cette information, lui, il va aller à droite, il va regarder, et en fait, il va trouver la même solution que mon alpha bêta. Ok. Donc c'est vraiment important de comprendre que mon alpha bêta, c'est juste un minimax où j'ai rajouté de la logique pour ne pas faire des actions que je sais être mauvaises. Ok. Donc on continue. Dans le cas d'un alpha bêta, l'heuristique de sélection des actions à étendre n'a pas d'influence sur la décision finale du joueur, mais sur le temps de calcul nécessaire. Donc on a vu, alpha bêta, je prends l'énoncé 2 en fait, hein, ici. Alpha bêta, donc comme on a dit, je vais aller à gauche là, et par exemple ici, tac, tac, tac. Donc là j'ai fait un choix, j'ai été à gauche. C'est la stratégie de base, on va dire, de l'alpha bêta qui vient chercher via un interface, donc en profondeur, tout en suivant à gauche. Ça, c'est l'algorithme classique. Mais on a vu dans le cours que ça peut être bénéfique de mettre en place une heuristique qui va dire, là je vais aller à gauche parce que c'est mieux. Mais là, je vais pas aller à gauche, je vais aller à droite parce que c'est mieux, puis je vais aller à gauche parce que c'est mieux, puis je vais d'abord regarder à droite. Parce qu'en fait, j'ai fait une heuristique qui me permet, et c'est ça qui est noté ici, c'est l'heuristique de sélection des actions à étendre. Ok? Donc là, la question, c'est est-ce que cette heuristique, elle a une influence ou non sur la décision finale du joueur, donc sur le score de mon alpha bêta, ce qui va être calculé. Ou alors, c'est que sur le temps de calcul nécessaire. Et bien ici, la réponse, elle est vraie. C'est vrai. L'heuristique de sélection, que vous preniez toujours à gauche, de façon naïve, que vous preniez la meilleure à chaque fois, que vous preniez la pire à chaque fois. Et quand je dis la pire, c'est les actions à étendre, hein. Et bien en fait, ça va jamais, 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 jamais changer la réponse finale. Parce que, au fond, du fond, un alpha bêta, c'est juste un minimax avec de la logique, comme je viens de vous le dire. Donc on garde en tête que l'heuristique ici n'aide que pour gagner du temps de calcul. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on fait une très mauvaise sélection, ok, bah en fait, on va étendre tous les nœuds. Donc on va faire comme un minimax. On va être dans une complexité en θ de B, en facteur de branchement, exposant M à profondeur. Ok. Si je viens faire des choix aléatoires, je réduis très fortement déjà cette complexité parce que je passe en θ de B exposant M divisé par 2. Donc déjà, on réduit beaucoup ce qu'on va venir regarder dans l'arbre. Donc ce qu'on va étendre, et donc en temps de calcul, c'est beaucoup mieux. Et encore mieux, si je fais une sélection... non, pardon, ça c'est si je fais une sélection optimale, donc une sélection optimale. Et si je fais une sélection random, ce sera en 3 quarts de M. Ok. Donc voilà, donc gardons en tête, la réponse finale d'un alpha bêta ne change jamais, parce que c'est la réponse optimale d'un minimax, mais le fait de choisir de façon intelligente les nœuds que j'étends, bah, en fait, ça va réduire mon temps de calcul. Et vous verrez que c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que pour le projet, c'est des stratégies que je vous conseille de mettre en place, de faire une sorte d'heuristique pour aller chercher des bons nœuds, pour éviter en fait de d'étendre trop de nœuds et de perdre beaucoup de temps à évaluer des actions qui ne sont pas nécessairement très intéressantes dans votre jeu. Donc, à retenir pour le projet. On continue. Le 4, donc un agent pour le jeu de backgammon, où il y a une présence d'aléatoire, avec le lancement de, D2, de 2D, avec un agent parfaitement rationnel, bah, il va jamais perdre. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Parfaitement rationnel. Il prend toujours la meilleure action. Toujours, toujours, toujours la meilleure action. Ok? Bah en fait, là, c'est un peu triste, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est que ben, je peux être le meilleur joueur du monde de backgammon, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Il n'y a pas mieux que moi. Je suis totalement rationnel. Je prends toujours, toujours, toujours la meilleure décision. En fait, comme il y a cette présence d'aléatoire ici, ben, en fait, même si je fais toujours les meilleures décisions, ben, je peux quand même perdre. Parce que je peux avoir tellement pas de chance, et l'autre en face de moi, même s'il joue super mal, avoir beaucoup de chance, et il va me battre. Sans être optimal, sans être totalement rationnel. Mais à cause de l'aléatoire, je vais perdre. Ok? Et le dernier, dans le cas d'une recherche de type MCTS, donc Monte Carlo Tree Search, avec la sélection UCT, qui en fait pallie certaines choses que vous avez vues donc dans le cours, on va toujours choisir l'action ayant le meilleur score moyen. Alors je vous rappelle que la sélection UCT, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va permettre de faire un compromis entre exploitation et exploration. Ok. Donc l'exploitation, c'est choisir l'action qui a le meilleur score moyen, donc en fait parce que c'est celle où on a le plus d'espérance qu'elle soit bonne. Mais on veut aussi de l'exploration parce qu'on se dit, bon, il y a des actions que j'ai pas encore beaucoup regardées. Peut-être qu'elles sont très bonnes, mais juste je les ai pas beaucoup regardées, donc je pense pas. Et du coup, bah on veut faire les deux. On veut continuer celles qu'on pense qu'elles sont très bonnes, mais en même temps, on veut quand même regarder celles où on n'est pas sûr parce qu'on en a pas, enfin, on n'a pas beaucoup testé. Et en fait, elles sont peut-être super bonnes, mais pour l'instant, on les a pas beaucoup regardées. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bah ici, la UCT, c'est encore une fois la réponse, c'est faux, hein. La UCT, elle va pas toujours choisir le meilleur score moyen. Parce que ça, ce serait que de l'exploitation. Nous, on a aussi de l'exploration. Ok? Et du coup, on va peut-être choisir un nœud qui n'est pas encore explosé. Pardon, au détriment d'un nœud qui a déjà été exploré beaucoup de fois, déjà testé, simulé, etc. et qui a un très bon score moyen. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de l'exploration également. Ok? Donc retenez bien que l'UCT permet justement ça, permet de faire un compromis entre exploitation. Donc l'exploitation, ce serait justement de choisir toujours le meilleur score moyen. Et nous, on suit aussi de l'exploitation. Parce qu'on veut découvrir des nouvelles actions, peut-être trouver des meilleures actions qu'on n'a pas encore testées tout de suite. Ok? Donc voilà, ça c'était l'exercice. Donc n'hésitez pas à revenir sur mes explications hein, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, et de relire aussi la théorie qui est, pardon, qui est dans votre cours, hein. Parce que, comme je vous l'ai mis ici en rouge à chaque fois, euh, hop, tout ça c'est des notions très importantes ici dans l'exercice, de pourquoi c'est vrai, faux, faux, les réponses, et pas autre chose. Ok? Donc, voilà pour l'exercice 1. On se retrouve pour l'exercice 2.